Je m'appelle Shafik et je suis architecte, designer, directeur artistique. Et je suis directeur et fondateur du studio Shafik Studio. Nous travaillons dans les milieux de la culture et du luxe. Nos clients sont souvent les leaders dans leur domaine et ils viennent chercher auprès de nous une autre manière de re-questionner les sujets sur lesquels ils sont souvent les leaders. On porte un regard d'enfant et d'artiste sur les choses très très sérieuses et notre rôle est essentiellement d'amener un supplément d'âme et de créer des conditions d'attachement soit à la marque, soit au concept, soit au projet. Nous sommes basés à Paris et nous sommes aussi à Casablanca et à Lisbonne et bientôt à New York et à Shanghai. Le premier projet en Chine, c'était il y a plus de 12 ans maintenant, lorsque Baccarat m'a demandé de les rejoindre en tant que directeur artistique. Une opportunité s'est présentée dans un emplacement sur le Bund à Shanghai, un emplacement absolument extraordinaire. Et c'est une ancienne maison coloniale sur un jardin immense. Et l'idée, c'était de faire un lieu ouvert 24 heures sur 24, une sorte de destination artistique où on pouvait en permanence vivre une expérience qui lie l'art, l'artisanat, l'art, la culture et surtout qui fait la rencontre entre la culture française et la culture chinoise. Et là l'idée c'était de créer un lieu de rencontre de culture et là on a imaginé un travail absolument incroyable avec un parcours extraordinairement onirique et qui était d'une très grande poésie et c'est là que j'ai pu en profondeur m'intéresser à la culture chinoise. Et ce qui était intéressant, c'était comment est-ce que lorsque une culture très forte rencontre une autre culture très forte, on pouvait créer une espèce, par jeu de fascination, on pouvait créer un espèce de troisième champ d'expression qui est absolument nouveau. Et depuis, je crois que je n'ai cessé d'ouvrir à la fois mon studio aux autres cultures et aux autres modes de pensée. La différence, quand on est architecte, c'est qu'on imagine qu'un produit, au-delà de l'usage, on s'intéresse à la fois à l'espace et au temps. On projette la présence ou l'existence de cet objet dans un espace-temps beaucoup plus important que l'usage du quotidien. Et le rapport à l'espace, c'est que l'objet, il n'est pas toujours utilisé. Et lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est comment est-ce qu'il se positionne dans l'espace, comment est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'il re-questionne son environnement. Le designer crée de la séduction et l'architecte crée de la durée et de la pérennité. Si je prends quelques exemples de produits que j'ai dessinés notamment récemment pour Lancôme, je vais prendre le parfum Idol. L'objet, c'est vraiment l'architecte qui l'a pensé. C'est un rectangle absolument précis, plat, dessiné avec des proportions harmoniques à l'intérieur. Donc il y a un travail de la combinaison, il y a un travail de la structure, il y a un travail de la musicalité, etc. qui est très propre à l'architecture. Et puis après, lorsqu'on va le saisir, et là à ce moment-là rentre en fonction le design, on va introduire de la sensualité, on va introduire de la douceur. Et là on a créé un objet nomade, léger, rechargeable, éco-responsable. Et d'un seul coup, il épouse complètement les attentes et les désirs des nouvelles générations. Et lorsqu'on a un beau flacon, on n'a pas envie de le jeter, on a envie de le garder, on a envie de le personnaliser. Et donc ça devient un objet à la fois qui est personnel et qui devient un peu l'extension de soi. Et puis si je prends un autre exemple, qui est par exemple le rouge à lèvres, en fait c'est un objet très pur avec juste une rose et lorsque on clique, ça libère la couleur, donc il y a une espèce d'émotion qui est une espèce de secret qui est caché. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une relation personnelle, c'est sa couleur qui est presque cachée, qui est révélée au dernier moment, au moment où on va le saisir. Et puis, alors un autre exemple, le teint Idol, il a une chose assez particulière, autant le rouge à lèvres est un objet féminin, rond, assez mystérieux, autant le teint Idol, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire que c'est un objet carré, tranché, franc, assez masculin. Le teint, c'est quelque chose de très précis, d'extraordinairement sérieux. Il ne faut pas se tromper. On est à un quart de ton de teint et il faut pouvoir identifier le teint qui est notre teint. C'est très important qu'on puisse parfaitement identifier la couleur. Et là, l'idée, c'était d'enlever tous les faux reflets. Si on doit prendre plus loin et là à l'opposé de l'objet masculin abstrait, ça peut être la crème absolue.
Là, c'est un pot qui est sensuel, c'est un bloc d'or, donc c'est à la fois un objet très luxueux, extraordinairement bien fini, avec une vraie valeur perçue. Et puis lorsqu'on l'ouvre, on se rend compte qu'il est rechargeable. Donc on crée à la fois un luxe de statut et en même temps un luxe responsable. Et le rapport entre le design et l'architecture est permanent. Si je prends quelques objets dessinés pour Baccarat, je peux citer Full Moon, qui est un lustre de 1001 lumières, 1000 lumières blanches qui font la peau de la lune, et une lumière rouge qui est au cœur de cette lune, et qui signe la marque de Baccarat. Et puis plus récemment à Pékin, dans le lobby de la tour Méritus, donc qui fait plus de 14 mètres de haut, on a installé une trilogie de lumières qui représente plus de 4800 lumières, avec Vénus qui fait plus de 8 mètres de diamètre avec plus de 3000 lumières, et puis ensuite Nebula qui a un mouvement d'énergie qui elle-même a plus de 1500 lumières, et puis ça finit sur Milky Way qui est une lumière froide et complètement répartie dans tout l'espace. D'un côté là c'est de l'énergie pure, et ça finit par des cheveux d'ange avec une très grande délicatesse, donc c'est de la puissance à la légèreté, c'est de la force à la douceur. C'est la plus grande installation de lumière de l'histoire de Baccarat, indéniablement. Et elle fait plus de 90 mètres de longueur, là. C'est une très très grande composition. Mon premier projet, c'est un pur hasard, c'était Sephora des Champs-Élysées, parce que j'ai rencontré le fondateur qui cherchait quelqu'un qui avait une approche pluridisciplinaire, un peu différente, qui ne voulait pas un spécialiste, et quelque part, indirectement, j'ai compris, ou il m'a fait comprendre que être un bon designer, retail designer, c'est de ne pas être un expert du retail design spécifiquement, mais d'être plutôt un expert de l'art, de voir le monde, ou d'art de voir les choses autrement, avec différentes disciplines. Pour faire un bon projet de retail design, il faut un bon concept, ce qui est le cas de Sephora, des bons codes de marque, et puis maintenant, ça fait 10 ans que j'accompagne Lancôme sur le retail design à l'international, et c'est un travail de fond, c'est-à-dire que le retail design n'est pas l'art et la manière de présenter une marque et de la mettre en scène, mais c'est l'art et la manière de challenger une marque pour que tous ces identifiants, tous les éléments que le client final voit aillent dans le même sens. Et donc quelque part c'est une direction artistique indirecte sur 360 degrés, qui dure dans le temps, et c'est pour ça qu'après une dizaine d'années de travail de fond, ça a donné lieu, là on a fait en interne avec les équipes Lancôme. Le premier flagship de Lancôme, on a pu enfin le faire sur les Champs-Élysées. Il y avait tous les éléments disponibles pour que cette marque puisse s'exprimer de manière très forte, d'autant que en parallèle de ce travail qui était fait sur le retail design, la marque a beaucoup évolué, progressé, et est devenue un marque leader dans le monde de la cosmétique. Et puis là maintenant on va pouvoir au mois d'août ouvrir un nouveau flagship à Pékin. Lorsque Paris rencontre Pékin, et donc là c'est le dialogue de culture avec comme trame de fond les valeurs de la marque Lancôme, et qui sont des valeurs universelles, qui sont plébiscitées par la femme chinoise. Il y a un aspect particulier de la Chine qui m'a immédiatement fasciné. J'ai été frappé par l'ambition des gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont une ouverture d'esprit, ils ont une curiosité et une ambition incroyable. Il y avait une volonté d'aller de l'avant, de se développer, de progresser, d'aller loin, et quelque part, on sentait que l'enjeu n'est pas de faire comme les autres, mais de faire mieux que les autres et d'aller beaucoup plus loin, et en plus sans renoncer à ce qu'ils sont, sans renoncer à leur caractère, à leur personnalité, sans renoncer à leur culture. Et je trouvais ça absolument admirable. Moi je suis berbère, algérien, africain, français, donc je charrie toutes ces cultures. Et quand j'arrive en Chine, j'arrive avec tout ça. Et d'abord je me suis senti accueilli avec toute cette diversité. Et j'ai senti qu'il y avait la possibilité encore d'intégrer cette nouvelle culture qui est elle-même d'une richesse incroyable dans les projets, et sans que ça soit gimmick, c'est-à-dire qu'on pouvait être contemporain d'essence chinoise et d'audience internationale. Les gens ne se contentent pas du marché intérieur, même s'il est immense. Lorsqu'on va en Chine, quel que soit le domaine,
Voilà, ça peut être le domaine des installations sportives, le domaine des installations culturelles, le domaine des installations, je sais pas, des bibliothèques, ça peut être des musées, que ce soit des boutiques, que ce soit des flagships de marques, etc. C'est aujourd'hui essentiellement en Chine qu'on trouve les plus beaux, les plus grands, les installations les plus remarquables, même les aéroports, enfin les gares. Je dirais qu'aujourd'hui, la Chine devient une référence en architecture, devient une référence en design. Et lorsque on travaille comme moi, on a la chance d'être le fondateur d'un studio de design pluridisciplinaire, travaillant à l'international, et donc ça veut dire se confrontant à plusieurs cultures, la Chine est un partenaire fondamental. Et les projets en Chine sont stratégiques parce qu'en général, ils donnent le ton de ce qui va se passer ailleurs et ce qui va se passer dans le reste du monde. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui devient précurseur. Et donc lorsque nous qui nous intéressons à l'innovation, qui nous intéressons à aller plus loin, réfléchir plus loin, etc., évidemment, travailler en Chine fait sens. Donc c'est naturel qu'on crée ce studio en Chine. Et d'ailleurs, la manière dont on veut le créer, c'est aussi particulier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une transplantation de studio de Paris à Pékin ou à Shanghai, mais c'est de travailler avec des partenaires locaux et avec lesquels on s'associe pour que cette double culture soit même dans l'essence même du studio. Donc Shafik Studio Pékin et Shafik Studio Shanghai auront cette double culture Occident, Extrême-Orient, et un véritable mix culturel. Et l'idée n'est pas de mélanger les cultures, mais l'idée c'est de respecter les cultures, et on les respecte mieux en les connaissant, on respecte mieux en intégrant et en travaillant avec les gens qui comprennent fondamentalement ces cultures. Le studio, il est fait un peu à mon image. Et c'est-à-dire que j'ai une approche pluridisciplinaire, j'ai une approche qui va du poète à l'ingénieur et qui va du designer à l'architecte. Et donc lorsqu'on a toutes ces dimensions-là, et que finalement mon studio à Paris, on est une douzaine de talents qui représentent l'ensemble de ces compétences, et avec toujours un regard transversal, c'est-à-dire la personne qui est enfermée dans sa discipline, chacun s'ouvre à la discipline des autres. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on crée une expérience globale et on veut que ça reste une forme de rêve du début jusqu'à la fin. Et donc quand on travaille avec des marques, on essaye d'imaginer un rêve ensemble. Et ce rêve, on va le garder tout le long du processus de développement. Et nous, notre rôle, c'est de le garder intact, voire qui sont encore plus grands. Et quel que soit le sujet. Donc ça peut être un petit objet comme un rouge à lèvres, ou un immense sujet comme les lustres Baccarat, ou encore plus grand, qui peut être un hôtel ou un musée. Et forcément, on a une double approche. On a une approche stratégique, c'est-à-dire que vraiment on essaie de réfléchir aux intentions, pourquoi, comment et quel est l'objectif. Et ensuite, dans la restitution, c'est d'intégrer le client, et ça aussi c'est une particularité du studio, c'est-à-dire que les clients participe au travail avec nous parce qu'il connaît plein de choses que nous on connaît pas. Et puis après une troisième phase qui est la phase de développement où c'est pareil, c'est-à-dire qu'on accompagne le projet jusqu'au bout pour qu'on soit sûr que le rêve qu'on a imaginé ensemble avec nos clients au début soit livré intact, voire plus fort à la fin. Je dirais globalement, c'est un design où il y a moins de matière et plus d'émotion. Des objets qui sont moins bavards, qui sont plus essentiels et plus respectueux de l'environnement humain au sens large, donc plus respectueux de la planète, plus respectueux de la société. Je pense qu'on va rentrer dans une économie responsable, c'est-à-dire que les gens n'achèteront pas un objet simplement pour leurs propres besoins immédiats, mais aussi pour l'ensemble des valeurs qu'il représente. Je pense que le design, forcément, va porter des valeurs d'engagement, des valeurs de responsabilité, qui collent aux fondamentaux d'aujourd'hui, qui sont responsabilité sociale, responsabilité écologique, et quelque part, responsabilité humaine au sens large. Vous savez, j'aime tellement la Chine que mon fruit préféré s'appelle Chine. Dans ma langue maternelle, on dit China pour désigner l'orange. En fait, ça désigne le pays d'où historiquement vient l'orange, qui est la Chine.